de grâce, la communauté de Baume-les-Moines est nichée au creux d'un vallon qu'entourent de gigantesques falaises, formant une reculée impressionnante au fond de laquelle la Seille prend sa source. En ce matin pluvieux, Victorien, Jouvenceau vêtu de guenilles, avise les porches voûtées de la seigneurie monastique. Deo gratias, qui va là? J'ai pour nom Victorien et j'arrive à pied de Névy pour voir l'abbé commanditaire Guillaume de Couteville. L'abbé a bien d'autres chats à fouetter que de recevoir tous les va-nu-pieds des alentours. C'est ici un haut lieu spirituel, tu entends? Va ton chemin, Marot. Laissez-moi voir l'abbé, je sais qu'il cherche un peintre pour faire son portrait. J'ai des esquisses à lui montrer et puis je vais rentrer dans votre ordre. Tu m'as l'air bien joli et beau parleur, ma foi, pour qui se prétend artiste et se veut clair. Allons, frater Benoît, laissez-le donc rentrer. Je vais bien voir s'il dit vrai. Intimidé, Victorien pénètre dans la cour de l'abbaye. Enfin, il lui est permis d'approcher l'abbé de Couteville, cet homme hors du commun sur lequel il a moult fois entendu palabrer. Ne dit-on pas que soudard dans un régiment de Bourgogne, il aurait pris la tonsure après avoir assisté à un sermon sur l'enfer. Mais ne supportant guère la discipline monastique, inflexible et rigoureuse, il se serait peu après évadé de son ermitage, non sans ossir le père supérieur qui l'en dissuadait, avant de gagner l'Espagne en compagnie d'une religieuse séduite dans un couvent. Les langues les plus déliées parlent aussi d'un séjour au bout du monde, à Constantinople, où il aurait été sultan et joué des plaisirs d'un harem, avant de se manœuvrer et d'obtenir des mains du pape les clés de l'abbaye de Baume-les-Moines, afin d'y finir sa vie mouvementée dans la sérénité et l'opulence. Si l'on ne peut sonder sa sérénité, il est établi que de Couteville use et abuse de l'opulence. Les plus beaux tissus composent ses habits et ses appartements sont parés jusqu'à la surcharge. Du coup, ce grand train ne souffre d'aucun délai dans le paiement des dîmes. Pitié, monseigneur, mon épouse et mon dernier-né sont en train de passer à trépas, car de lait je n'ai pour eux aussi. Il n'y a pas une pitié qui soit. Tu me dis que tes deux vaches ne donnent plus de lait la faute à la sécheresse. Mais moi je n'ai que faire de ces excuses de vermine. Moi je te laisse l'usufruit d'une pâture qui m'appartient, et en échange je ne vois pas l'ombre du fromage et du beurre que tu me dois. Qu'est-ce sinon du vol? 20 jours de cachot te donneront à réfléchir. Maintenant va, maudite engeance. Et toi, suis-moi jusqu'aux cuisines. Tire ça sonner, j'ai grand faim. Dans les cuisines fumantes, Victorien ne dit mot, interloqué par la scène cruelle à laquelle il vient d'assister. Ne sois point troublé par mes pantomimes de mes vassaux. Certains sont des fripons qui ne pensent qu'à mentir pour profiter de ce qu'ils me doivent. N'ai-je pas vu sa femme à celui-ci, Véronique la mauvaise, en train de braconner sous mes fenêtres sans se cacher, pleine de santé, j'en jurerais. Ça manque d'épices encore une fois. J'en ai assez de cette purée de fèves fadasse. Alors comme ça, tu as ouï dire que je cherchais un peintre. Notre artiste, frère Daniel, a quitté, il est vrai, ce bas monde pour rejoindre notre Seigneur. Oui, on a colporté cette nouvelle jusqu'à Château-Chalon, où mon père est manœuvrier dans les vignes des abbesses. Mais je vais sur 13 ans, il voudrait que j'apprenne le métier, mais c'est la peinture qui me passionne. Hier, après une violente dispute, je me suis enfui de la maison pour vous montrer ce que je fais avec des pointes de coudrier carbonisées. C'est intéressant, bien qu'encore fort imparfait. Malheureusement, étant roturier, tu ne peux t'offrir l'initiation d'un maître. C'est fort dommage. J'envisageais la protection de frère Daniel. Comment parvenait-il à de tels prodiges? Viens avec moi jusqu'à son atelier. Je vais t'en donner un rapide aperçu. Par ici. Dans les dits ateliers, l'abbé place Victorien devant une grande toile blanche avant de s'esquiver. Tout à coup, comme par magie, apparaît peu à peu sur la toile le portrait de Guillaume, lequel rejoint bientôt l'adolescent. As-tu vu comme moi le portrait que je rêve de laisser à la postérité? As-tu vu cette lumière d'or baigner ma personne? Comme tu le constates, le peintre qui exécutera mon portrait devra être un alchimiste, capable de fixer cet or spirituel dans lequel je veux être à jamais représenté. Oui, monseigneur, j'ai vu, c'est tout bonnement merveilleux.
Il me semble que je n'ai plus qu'à passer le pinceau le long des contours de ma mémoire, rien de capter. Plus tard dans l'église. Détrompe-toi, le rendu en serait catastrophique, puisque cet or tu ne le possèdes pas en toi. Et puis tu manques cruellement de pratique. Voyant que cette sentence a rendu Victorien triste, Guillaume cède alors devant cet enfant plein d'admiration et tremblant de timidité. Bon, je te permets de rester ici comme novice, à condition que tu progresses. Exerce-toi aux techniques de frère Daniel et qui sait, peut-être un jour pourras-tu faire mon portrait. Ainsi Victorien tente-t-il de se familiariser avec les techniques de la peinture. Après s'être acharné à représenter le château Charin à Boiteur, il est bien obligé de se rendre à l'évidence. Ses œuvres ne possèdent pas cette étincelle de vie qu'il recherche, et de plus, elles souffrent de disproportions. Que va penser Guillaume, se dit-il, si après des semaines de travail il n'est point capable de montrer des progrès? Une nuit qu'il rumine sur son sort dans l'atelier, son regard tombe sur 2 toiles inachevées de frère Daniel, et l'idée lui vient de les signer de son nom. Mais 2 vêpres et 2 matines plus tard, comme Guillaume lui rend visite, il ne peut se retenir de tout lui avouer. Messire Guillaume, ces tableaux ne sont pas de moi. Je n'ai fait que les signer dans le but de vous faire croire à des progrès, dans les faits inexistants, et cela alors que vous m'avez offert le gîte. Ce sursaut d'orgueil ne mérite que votre blâme. À la grande surprise de Victorien, non seulement Guillaume ne semble pas fâché, mais en plus il lui offre un cadeau. Tu n'as pas péché par orgueil, Victorien. Tu as désespéré de découvrir un secret qui t'échappe. C'est là une noble quête que je n'ai encore jamais décelée chez un novice. Pour étancher ta soif de connaître, je t'offre ces 6 cadres magiques. Il te suffira de les placer devant les sujets de ton choix pour que ceux-ci se transforment en tableau parfait. Maintenant pars, va-t'en par les routes, apprendre à regarder la nature et connaître la vie. Car pour peindre, il faut avoir vécu. Là réside une partie du secret. Et puis, qui sait, peut-être au fil du chemin tomberas-tu sur le trésor. Voyant Guillaume, vieux et fatigué, c'est un peu à regret que Victorien s'en va, muni d'un baluchon contenant les 6 cadres magiques. Tout en cheminant, les idées se bousculent et s'échauffent dans sa tête. Voyons, de quel trésor parlait-il? S'agit-il de cet or spirituel? Comment vais-je bien pouvoir le découvrir? Dans les bois de René, Victorien sort son premier cadre. Le paysage s'y fixe, telle une photographie. Soudain, comme une tempête automnale se lève, un étrange cavalier survient. Jean de Côte-Brune, sire de Charin et chambellan du duc Philippe de Bourgogne. Ce bois de René fait partie de mon fief, et tu m'as tout l'air d'y errer. Ah, mais je te reconnais. Tu es le peintre que j'ai surpris à dessiner ma seigneurie sans pouvoir ni autorisation. Victorien utilise le tableau pour s'en tirer à bon compte. Puisque vous êtes le maître de ce lieu, tenez, messire, sa représentation est à vous. Dieu, tu es un vrai artiste. Prends ce message crypté en guise de récompense. Si tu parviens à trouver la phrase secrète qui s'y cache, tu approcheras du trésor. Bonne chance. C'est en entrant à Frontenay que Victorien se rend compte qu'il n'a apporté aucune provision. Mais par chance, sous le porche de l'église, il découvre moult victuailles dignes d'une nature morte. Reposant son cadre pour faire ripaille, Victorien s'aperçoit que les fruits sont pourris. Eh ben, me croquant, on profite de l'absence des gens pour voyer leur seul. Tu ne t'en tireras pas comme ça. À la vue de l'homme, le jeune garçon sent qu'il est pris dans un piège. Son cœur se met à cogner et il en veut soudain à Guillaume de l'avoir laissé partir sans la moindre besace de nourriture. Guillaume, pourquoi m'as-tu fait ça? Je n'en voulais pas, vos sacs de sel, monsieur. Juste manger ce fruit. J'ai faim, vous voyez, il est véreux. Non, mais t'entends ça, Antoine? Qu'est-ce qu'on deviendrait si on donnait notre marchandise à tous les rôdeurs alentour? Je ne suis point rôdeur, je viens de Névy, près de Château-Chalon. Eh, Mazette, le métal que tu portes là-dedans m'a l'air tout ce qu'il y a de précieux.
On parle d'un fameux trésor à Château-Chalon. À ce que je vois, tu en connais la cache comme ta poche. Et écoute ce marché. En dédommagement de ton vol, je te prends 3 de ces cadres. À moins que tu nous indiques l'endroit du trésor. Hé 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 hé. Pas question de vous donner quoi que ce soit. Je ne suis peut-être qu'un va-nu-pied, mais vous n'êtes que des vulgaires faussonniers et vous finirez pendus. Ah, c'est comme ça. Les deux coquins emmènent Victorien au château. Sous l'autorité de Colette de Corbis et Blanche de Genève, sœur du pape Clément VII, Démonial y observe la règle de Sainte-Claire. Victorien découvre les complices des brigands tiennent en respect les religieuses et qu'ils comptent les utiliser comme otages au cours de leur trafic. Tout de même, Jacques, j'ai eu peur que tu n'aies filé avec le butin. Peur pour toi, car après t'avoir trouvé, je n'aurais pas hésité à t'arracher la langue. Les 2 sacs de sel sont là? Parfait. Salut Bastien. Il ne nous reste plus qu'à filer avec ces dames pendant que la route est libre. Et lui, qui est-ce? Un découvreur de trésors qui a bien besoin de réfléchir. Il va très bien nous faire le séant. Allons, rentre là-dedans, rentre dans le puits. Peut-être que dans 3 jours, tu seras décidé à parler. Emmenant Limonia l'épouvanté, les brigands abandonnent Victorien à sa prison. Mon, mon Dieu, que va-t-il advenir de moi en 3 jours, entre les mains de ces malfaisants? C'est alors qu'une jeune fille s'approche. Novice chez les abbesses de Château-Chalon, Pétronille venait porter un message à Colette de Corbie, réformatrice de l'ordre des Clarisses. Ayant tout vu, elle s'est cachée en attendant de pouvoir délivrer Victorien. Tiens, c'est à toi. Je n'ai pas retrouvé les 3 autres cadres que tu as volés. Ce Jacques, dans l'église, il a dû les emporter. Ça ne fait rien. Pour te remercier, je vais délier ce dernier-là. Assieds-toi et ne bouge pas, veux-tu? C'est un cadre magique, et il va fixer ton portrait instantanément. Et une fois celui-ci achevé, le tableau sera à toi. Pas question, il faut partir d'ici. Les faussonniers risquent de revenir à tout moment. Arrivé à Château-Chalon, il trouve refuge au Froid-Pignon, une bicoque à l'abandon. Victorien fait alors asseoir Pétronille, laquelle, attendrie de voir le jeune garçon aussi fébrile, ose juste une remarque. Un tableau fidèle et magique? À quoi cela peut-il bien servir? À être admiré? Ne peux-tu donc te contenter d'apprécier les êtres et les choses tels qu'ils sont? Mais Victorien ne l'entend pas. Il est trop ébloui par le prodige. Peu à peu, le portrait de Pétronille apparaît d'une fidélité à couper le souffle, et il ne voit pas que pendant ce temps la jeune fille s'affaiblit, dépérit. Ce n'est que lorsque celle-ci tombe sans connaissance qu'il daigne enfin s'arracher de sa torpeur. Pétronille, qu'est-ce que tu as? Réponds-moi. Hélas, la jeune moniale n'a pas la force d'émettre le moindre son. Déjà, sa respiration est inexistante. Son teint est cadavérique, et de grandes cernes bleuâtres entourent ses yeux clos. Alors, en un éclair, Victorien comprend les effets néfastes des cadres magiques. Il revoit le bois de René dans la tempête, la nature morte aux fruits véreux, et comprend que les tableaux se font aux dépens de leur modèle, en leur substituant à la vie. Qu'ai-je fait? Comment réparer cela? Déposant Pétronille sur un lit de paille, il emporte le tableau et file le galop jusqu'à Ménétreux, où il jette l'œuvre dans les flammes d'un feu de Saint-Jean. Ce n'est pas Pétronille, je ne retrouve pas cette grandeur d'âme au fond de moi, que j'ai décelée et sentie. Au retour, Victorien se dit encore, si un jour quelqu'un veut faire le véritable portrait de Pétronille, ça ne pourra venir que de lui. Rejoignant à l'aube le Froid-Pignon, le jeune homme constate le rétablissement de son ami. Écoute, je dois retourner à Beaume où je suis novice moi aussi. Je vais rejoindre l'abbé de Couteville qui m'a envoyé découvrir l'or spirituel. Je vais donc filer avant que mère Anne-Marie, ta supérieure, te fasse chercher. Mais je te promets de te revenir bientôt. En attendant, repose-toi. Attends un peu, tu es mignon, mais il faut que tu saches que je ne serai jamais à toi. Je suis marié à Jésus. Pour te consoler de ne rien pouvoir t'offrir de moi, je vais te confier un code secret.
À défaut de cette heure spirituelle que j'ignore, ce code t'aidera à trouver le trésor des abbesses. Grande vigneronne comme tu le sais. Surtout, ne révèle à personne ce que je vais te dire. Approche. Va, sans apporter cette malle de compter. Je te laisse aussi ma jument. Adieu. Victorien ne reverra jamais Pétronille. Surprise de Froipignon par les brigands, ces derniers la tortureront dans l'espoir qu'elle livre Victorien, en vain. On retrouvera son cadavre dans un chêne creux du village. Remontant la Seille, par un temps aussi maussade que celui du premier jour de son arrivée, lorsqu'il n'était encore qu'un enfant sans expérience, Victorien est accueilli à Beaume avec déférence. L'abbé du Coudeville se meurt, aussi je crains qu'il ne vous reconnaisse pas, mon garçon. Qu'à cela ne tienne, Dieu fasse qu'il m'entende. Guillaume, je te remercie de m'avoir poussé à partir sans y être préparé. Ainsi j'ai connu la peur, la cruauté et la compassion, et par là j'ai pu reconnaître la vraie, la seule beauté, celle de l'âme. J'ai trouvé l'or spirituel, Guillaume, et compris le secret qui peut me permettre de réussir mes tableaux. Je dois leur insuffler mon propre vécu. Malheureusement, Guillaume ne l'entend pas. Il vient de s'éteindre, son regard fixant un horizon inaccessible. Alors, prenant place devant la grande toile blanche dans l'atelier des frères Daniel, préparant ses couleurs et nettoyant ses pinceaux, Victorien se met au travail, avec ardeur et passion. Il met tout de lui-même, et au bout de 2 nuits sans sommeil, pose l'ultime touche à ce qui sera son chef-d'œuvre. Un portrait de son maître où la bonté et la sagesse transparaissent insidieusement, où l'esprit de Guillaume de Coudeville rayonne, immortalisé pour toujours.